La vallée du Yak a toujours été un lieu qui garde ses secrets avec une sorte de patience ancestrale. En hiver, son silence dérive à travers les forêts de pins, comme une présence vivante se pressant contre les oreilles, jusqu'à ce que même le son de votre propre respiration vous semble intrusif. En été, le vent chuchote à travers les arbres, avec une voix qui semble plus ancienne que la terre elle-même, portant les échos de vies vécues et oubliées bien avant que les routes et les frontières n'existent. C'est pourquoi les gens sont attirés ici. Les chasseurs à la recherche de la solitude, les fermiers à la recherche de l'autonomie, les hommes et les femmes qui croient que le calme n'est pas un vide, mais un refuge. Pendant plus d'une décennie, les téléspectateurs de Mountain Men ont vu l'une des figures les plus durables du Yaak façonner sa vie à partir de cette nature sauvage. Tom Orr semblait avoir poussé des mêmes racines que les sapins qui l'entouraient. Il était délibéré, régulier, sculpté par le temps et des années d'isolement. Il ne se précipitait pas, ne gaspillait pas ses mouvements ni ses mots. La terre et Tom semblaient se comprendre l'un l'autre. Sa propriété était située au-delà d'un bosquet de grands sapins près de la rivière à l'abri de la route et de la plupart des signes d'intrusion. De loin, elle paraissait sans prétention. Une cabane de plus nichée dans une vallée connue pour ses cabanes. De la fumée s'élevait les matins d'hiver. Une faible lampe brillait au crépuscule. Mais pour ceux qui connaissaient Tom, cette étendue de terre avait quelque chose de presque sacré. Il y avait trappé, tanné des pots, réparé des clôtures de ses propres mains, après que des tempêtes les aient détruites. Tom n'était pas un homme qui laissait les choses au hasard, et surtout pas la terre sous ses bottes. Tout a changé en cette fin d'après-midi, il n'y a pas si longtemps, lorsqu'une petite équipe de géomètres s'est approchée de la limite arrière de son terrain. Ils avaient été engagés par le comté pour évaluer l'érosion le long de la berge, une précaution de routine prise tous les 2 ans après que le dégel printanier a ameubli le sol. Il n'y avait pas de caméra, pas d'équipe de production, pas de montée en puissance dramatique. Juste le tintement sourd d'outils métalliques dans des sacs à dos, le grincement de tiges de mesure contre la pierre et le faible murmure d'hommes énonçant des nombres. Ce qui se passe ensuite rompt le calme qui entoure la cabane de Tom depuis des années. L'un des ouvriers, un homme nouvellement arrivé dans le Montana et encore peu familiarisé avec les humeurs de la terre, heurta quelque chose de solide sous un monticule de terre. Il pensa d'abord qu'il ne s'agissait que d'une racine tenace ou d'un rocher enfoncé. Mais lorsqu'il balaya la terre sombre et humide, ses doigts rencontrèrent quelque chose d'indubitablement façonné. Une courbe trop lisse, une ligne trop délibérée. La suggestion silencieuse d'un travail humain. Il s'immobilisa, puis appela les autres à le rejoindre. Ensemble, ils ont dégagé plus de terre lentement, avec précaution, comme si l'objet lui-même résistait à la vue. Ce qui a émergé ne semblait pas accidentel. C'était du bois vieux et fendu, renforcé par des clous en fer qui avaient pris la couleur du sang séché. Le temps avait rongé ses bords, mais sa fonction restait indubitable. C'était un petit coffre, le genre d'objet qui ne s'enterre pas tout seul. Les hommes reculent. La forêt semble se pencher vers l'intérieur comme si elle écoutait. Le protocole veut que rien d'autre ne soit dérangé jusqu'à ce que le propriétaire soit informé. Et au-delà du protocole, il y a quelque chose de plus profond dans le Yaak. Une règle tacite. On ne dérange pas le sol d'un autre homme, à moins qu'il ne vous le demande. Ils ont contacté par radio leur superviseur qui a passé l'appel à Tom. Lorsque Tom est arrivé, le soleil baissait déjà, transformant la vallée en une étendue d'or et d'ombre. Il marchait à son rythme habituel sans se presser, mais ses yeux étaient vifs, alertes, absorbant chaque détail. L'équipe a expliqué ce qu'elle avait trouvé. Tom a écouté sans l'interrompre. Son regard allait du sol perturbé à la poitrine à moitié exposée, puis dérivé vers les arbres, comme s'il traçait des lignes invisibles à rebours du temps. Quelque chose a changé dans son expression. C'était subtil, presque imperceptible, mais les personnes présentes diront plus tard qu'il a soudainement semblé plus vieux. Pas plus faible. Juste touché par quelque chose de lourd et de familier, comme un souvenir qu'il ne reconnaissait pas encore. Tom s'accroupit à côté du coffre et balaya une autre fine couche de terre avec ses doigts gantés. Le couvercle était intact. La charnière, bien que profondément brunie par l'âge, restait solide. L'un des ouvriers demanda à voix basse si Tom avait déjà enterré quelque chose à cet endroit. Tom se leva et expira lentement. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il regarda la rivière dont la surface bougeait comme du verre en fusion sous la dernière lumière du jour. Lorsqu'il parla enfin, sa voix portait la certitude calme d'un homme qui se fiait à son instinct plus qu'à des spéculations. Il a dit non.
Il n'avait jamais rien enterré sur ce terrain, pas une seule fois, pas pendant toutes les années où il y avait vécu. Il ne restait qu'une seule explication, quelqu'un d'autre l'avait placé là. Quelqu'un qui avait parcouru ce terrain bien avant l'équipe de géomètres. Bien avant que les caméras ne suivent Tom à travers la forêt. Peut-être bien avant que Tom lui-même ne s'installe dans la vallée. Les membres de l'équipage échangèrent des regards inquiets. L'intrusion se produisait dans le Yaak, mais enterrer un coffre avec une telle intention était une toute autre chose. L'un des hommes suggéra d'appeler le shérif. Tom secoua la tête. Il voulait d'abord voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ils soulevèrent ensemble le coffre du sol. Il était plus lourd que prévu, son poids dense et compact, comme s'il contenait plus que de simples souvenirs. Tom le posa sur une plaque de mousse, et les autres reculèrent instinctivement pour lui laisser de l'espace. Il prit une inspiration, glissa ses doigts sous le fermoir rouillé et tira. Le couvercle résista, puis s'ouvrit avec un bruit cassant qui résonna bien trop fort dans les bois silencieux. À l'intérieur se trouvait le début d'une histoire qu'aucun d'entre eux n'avait anticipée. Quelque chose qui a provoqué un courant de malaise dans la vallée. Quelque chose qui a forcé Tom à affronter un passé qu'il n'aurait jamais cru aussi proche de sa propre vie. Alors que la forêt s'assombrissait autour d'eux, chaque homme ressentait la même vérité inexprimée. Ils avaient déterré plus qu'un simple objet. Ils avaient dérangé une histoire qui ne voulait pas rester enterrée. Pendant un long moment, la forêt sembla retenir son souffle. Le coffre ouvert reposait dans la lumière déclinante, son contenu révélé en fragments qui portaient de la trace d'une époque oubliée. Tom resta immobile, étudiant ce qui se trouvait à l'intérieur avec une tranquillité qui troubla l'équipage. Il ne s'agissait pas d'objets jetés par accident, ni des restes d'un voyageur insouciant. Ils se sont sentis délibérés, choisis, protégés par la terre jusqu'à présent. Le premier objet que Tom souleva fut une pochette en cuir. Elle murmurait doucement contre ses gants, comme si elle expirait après des décennies passées sous terre. Le cuir était pâle et craquelait sa surface parsemée de fines lignes qui témoignaient d'un long enfouissement dans un sol froid. Les mains de Tom, habituées à travailler les peaux, tracèrent sa surface usée avec la révérence tranquille de quelqu'un qui lit une langue qu'il a connue autrefois mais qu'il n'a pas parlé depuis des années. Il mit la poche de côté sans faire de commentaires, mais les rides de plus en plus marquées de son visage trahissaient un certain malaise. Sous lui se trouvait un tissu plié si fin et si fragile qu'il semblait que l'air lui-même pourrait le déchirer. Lorsque Tom l'ouvrit avec précaution, un emblème cousu apparut estompé mais indiscutable. Sa forme était difficile à nommer. Il pouvait s'agir d'un oiseau en vol ou d'une flèche ou de quelque chose de plus ancien encore appartenant à un peuple dont la présence dans ces montagnes s'était depuis longtemps réduite à des chuchotements et à des ombres. Personne ne s'est exprimé. La vallée a écouté. Et ce qui attendait sous la terre de Tom Orr depuis toutes ces années s'est enfin décidé à être vu. Les couleurs s'étaient éteintes en ombre douce, laissant derrière elles un contour plus symbolique que descriptif. Tom se pencha plissant les yeux dans la lumière mourante, mais la certitude restait juste hors de portée. La forêt bruissait légèrement, comme si elle les poussait à avancer. Puis Tom déballa un objet plus long, enveloppé dans un tissu fragile. Le métal captait les dernières lueurs dorées du crépuscule, les reflétant dans un scintillement sourd qui fit vibrer le groupe. C'était un couteau, mais il ne ressemblait à aucun de ceux que Tom avait vus au cours de ses nombreuses décennies d'expérience en tant que trappeur et artisan. La lame était ébréchée, sa surface ternie par l'oxydation lente d'années oubliées, mais l'artisanat vibrait encore d'intention. Sa poignée était taillée dans l'os poli par des mains disparues depuis longtemps, gravée d'un symbole plus net que le motif qui s'effaçait sur le tissu. Le motif semblait intentionnel comme une signature laissée par un artisan qui voulait qu'on se souvienne de lui ou qui craignait peut-être d'être oublié. Les ouvriers se déplaçaient avec inquiétude. Ils étaient habitués à trouver de vieux pièges, des boîtes de conserve rouillées, voire des équipements abandonnés par des chasseurs errants. Mais une lame à manche d'os enveloppée avec soin et enterrée avec cérémonie suggérait une histoire avec des couches qu'ils n'étaient pas prêts à éplucher. Un homme posa finalement la question qui tremblait dans tous les esprits. Qu'est-ce que Tom pensait que c'était? Tom ne répondit pas. Son silence dura assez longtemps pour que leurs nerfs s'effilochent assez longtemps pour que le vent tourne. Lorsqu'il parla enfin, sa voix portait une lourdeur qui indiquait qu'il n'était pas simplement perplexe, mais troublé au plus profond de ses os. Tom plongea la main dans le fond du coffre et en retira une pile de papier scellé autrefois avec de la cire qui s'était depuis longtemps émiettée en tessons rougeâtres.
La première page portait une écriture si effacée qu'elle ressemblait à de la fumée dérivant sur le parchemin. Pourtant, l'encre s'accrochait assez obstinément pour qu'un nom reste visible s'enroulant comme un fantôme sur la feuille fragile. Aucun des hommes ne l'a reconnu. Tom tenait les pages avec une sorte de révérence, comme s'il craignait qu'une lecture trop rapide ne brise quelque chose d'important. Ce n'était pas le genre de découverte sur laquelle un homme tombait par hasard sans conséquence. C'était le début d'une histoire que quelqu'un s'était battu pour cacher. Alors que la vallée s'assombrit autour d'eux, Tom demande à l'équipage de l'aider à transporter le coffre jusqu'à sa cabine. Les hommes hésitent. Quelque chose dans cette découverte les a touchés, laissant un malaise silencieux qu'aucun n'ose exprimer par des mots. Ils le suivirent néanmoins à travers les arbres, jetant un coup d'œil par-dessus leur épaule au trou dans la terre qu'ils laissaient derrière eux. La nuit descendait en un lent rideau, plongeant la vallée dans l'ombre, tandis que la lanterne de la cabane de Tom clignotait au loin chaude et stable. À l'intérieur, l'odeur familière de la fumée de bois et des outils huilés enveloppait les hommes d'une sorte de sécurité tendue, bien que le coffre posé sur la table semblât la défier. Tom étala les papiers sur la table de travail, allumant des lampes supplémentaires qui chassaient l'obscurité des chevrons. Les pages se révélèrent être des entrées de journal, écrites en traits irréguliers, qui suggéraient à la fois la hâte et la peur. Les premiers passages décrivaient un voyage dans la vallée, bien avant que les routes modernes ne se frayent un chemin à travers la nature sauvage. L'auteur mentionnait des villages aujourd'hui effacés par le temps des racines piégées avalées par la forêt et les inondations, et des noms d'hommes murmurés comme des légendes qui s'estompent. À mesure que Tom lisait, une tension subtile s'installait dans son expression. Il comprenait les montagnes, leur histoire, leur silence. Mais ce qu'il lisait lui paraissait étranger d'une manière qui frôlait la limite entre la curiosité et l'avertissement. Le journal décrit le coffre lui-même, expliquant que les objets doivent être protégés jusqu'à ce que la bonne personne les découvre. L'auteur parle d'un vagabond, d'un homme qui a dérivé à travers la frontière en résolvant des problèmes que personne n'osait aborder. Moitié guérisseur, moitié pisteur, il existait aux limites du folklore. D'après le journal, le couteau lui appartenait, mais les pages commencent à trembler d'inquiétude au fur et à mesure que les inscriptions s'assombrissent. Le vagabond a disparu non par malchance, mais par la main de l'homme. L'auteur fait allusion à un conflit, à une trahison et à un message gravé dans l'os, porteur d'un avertissement que personne n'a pu comprendre à temps. L'un des travailleurs s'est penché plus près, incapable de détacher ses yeux de la dernière page. Celle-ci est courte, presque douloureuse, comme si l'auteur avait manqué de temps. En quelques mots seulement, elle a provoqué une secousse froide qui s'est installée dans l'estomac de chacun des hommes. Il viendrait chercher cacher ce qui doit rester. Tom lut la phrase 2 fois, puis referma lentement le journal, pressant sa main dessus, comme pour sceller quelque chose à l'intérieur. La pièce semblait plus petite, la vallée à l'extérieur paraissait incommensurablement plus grande. Quelle que soit l'histoire qui avait commencé dans ce coffre, elle ne s'était pas terminée là, et Tom sentait avec une sinistre clarté que sa fin n'était pas encore arrivée. Les marques dans la terre. Le matin dans la vallée du Yak n'arrive pas doucement. Il balaie les arbres dans des rubans de brume froide, aiguisant chaque son et rendant le monde plus net. Aux premières lueurs du jour, Tom Orr se tient à l'extérieur de sa cabane, fixant la ligne d'arbres où le coffre a été déterré la veille au soir. Il n'a pratiquement pas dormi. Le dernier message du journal ne cesse de tourner dans son esprit tel un faucon qui suit sa proie. Il viendrait chercher cacher ce qui doit rester. Ces mots s'imposèrent à lui avec un poids inconnu, comme si la vallée elle-même avait murmuré quelque chose directement dans ses os. Et tandis que le soleil se levait au-dessus de la ligne de crête, Tom sentit que l'histoire sur laquelle il était tombé n'en avait pas fini avec lui. L'équipe d'enquêteurs revint juste après le lever du soleil, traînant derrière elle la raideur d'une nuit agitée. Aucun des hommes ne parlait beaucoup en approchant de la cabane de Tom. L'ambiance était passée de la curiosité à la prudence, une compréhension silencieuse que la découverte d'hier comportait des implications qu'aucun d'entre eux n'était formé à gérer. L'un des plus jeunes travailleurs jeta un regard répété vers les bois, sa main se resserrant inconsciemment autour de la sangle de son sac à outils. Tom les salua d'un signe de tête, mais son expression était empreinte d'une gravité qui indiquait clairement que la conversation à venir ne serait pas simple. Il leur fit signe de le suivre vers la limite arrière, l'endroit où le coffre avait dormi sous la terre pendant si longtemps.
Lorsqu'ils atteignirent le site, la terre portait encore les cicatrices de leurs fouilles, mais il y avait quelque chose d'autre qui les arrêta tous dans leur élan. Le sol autour de la fosse était perturbé à de nouveaux endroits marqués par des empreintes qu'aucun d'entre eux n'avait laissées. Les formes étaient subtiles mais délibérées, pressées trop proprement pour être l'œuvre d'animaux. L'équipage échangea des regards inquiets, leur souffle s'accumulant en petits nuages dans l'air froid de la matinée. Tom s'accroupit à côté de l'une des empreintes et écarta un mince voile d'aiguille de pin. La forme ressemblait à une empreinte de botte, bien que la semelle fût étrange, trop étroite au niveau de la cambrure et trop rigide au niveau du talon. Elle semblait fabriquée, mais dans un style que Tom ne reconnaissait pas. Un silence épais s'installe. Un ouvrier finit par demander si l'un d'entre eux n'aurait pas pu accidentellement marcher là pendant le chaos de la soirée précédente, mais chaque homme secoue la tête. Ce qui les déstabilise le plus, ce n'est pas seulement la présence des empreintes, mais aussi la direction qu'elles ont prise. Ils contournèrent de la fosse une fois, puis se dirigèrent vers les bois plus épais. Celui qui avait marché là s'était approché du sol perturbé, l'avait inspecté, puis avait disparu dans les arbres avec détermination. Tom suivit les empreintes sur une courte distance jusqu'à ce qu'elles se dissolvent dans le sous-bois dense où la terre devenait molle et où la forêt avalait les traces aussi vite qu'elle les créait. La prise de conscience s'est faite lourdement. Quelqu'un d'autre était venu pendant la nuit et il était venu chercher. Tom est retourné à la fosse, sa mâchoire se serrant avec une résolution tranquille. La vallée avait toujours été assez vaste pour engloutir les mystères, mais celui-ci ne se contentait plus de rester enfoui. Les ouvriers se déplaçaient avec inquiétude, leurs nerfs se hérissant du sentiment d'être observés. La forêt, habituellement réconfortante pour Tom, se sentait différente, maintenant agitée, en alerte, comme si une vieille chose endormie avait commencé à s'agiter sous son sol. Tom demanda à l'équipe de reculer pendant qu'il examinait le sol de plus près. Le sol montrait des signes d'avoir été déplacé par des mains humaines, mais avec une précision qui n'avait rien à voir avec les creusements plus grossiers de l'équipe. Celui qui avait visité le coffre pendant la nuit avait été prudent, peut-être à la recherche de quelque chose que le coffre contenait autrefois. Toujours agenouillé, Tom jeta un coup d'œil vers les arbres, scrutant les ombres à la recherche d'un signe de mouvement. Le yacht ne manquait pas de vagabonds, de chasseurs ou d'errants, mais aucun n'égalait le sentiment d'intrusion délibérée qu'il ressentait maintenant. Cela lui rappelait quelque chose de plus ancien, quelque chose chuchoté par les anciens qui parlaient jadis d'hommes, qui vivaient entre les communautés, ne répondant à personne. Le genre de personnes qui portaient toute leur histoire et des récits que personne ne pouvait vérifier et qui disparaissaient dès que le monde les pressait de trop près. Le vagabond du journal avait appartenu à cette lignée, et maintenant, Tom ne pouvait se défaire du sentiment que quelqu'un lié à ce passé enfoui pouvait être plus proche qu'il ne l'avait cru. L'un des ouvriers s'avança baissant la voix, comme s'il craignait que les arbres eux-mêmes ne l'entendent. Il demanda s'il devait appeler le shérif. C'était la suggestion la plus raisonnable que l'un d'entre eux avait faite, mais Tom hésitait. Les forces de l'ordre pouvaient enquêter sur les empreintes et examiner le coffre, mais Tom craignait qu'en faisant intervenir des étrangers trop rapidement, il ne provoque celui qui avait visité la maison pendant la nuit. L'avertissement du journal résonne à nouveau en lui. « Cachez ce qui doit rester ». Cette phrase n'a pas été écrite pour effrayer ou dramatiser. Il portait l'urgence de quelqu'un qui pensait qu'un danger réel pouvait suivre le coffre s'il refaisait surface. Tom expira lentement, pesant le risque du silence contre le risque de l'attention. Il dit aux hommes qu'ils devraient continuer leur travail d'arpentage du comté ailleurs pour la journée, loin de sa propriété. Leur soulagement fut immédiat, bien qu'aucun ne voulût l'admettre. L'équipe rassembla son équipement et se retira à travers les arbres, jetant plus d'un coup d'œil en arrière, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un sorte de la forêt derrière elle. Lorsque leurs silhouettes disparurent enfin au-delà de la crête, Tom resta seul à côté de la fosse, le vin le frôlant dans un courant frais et chuchotant. Il regarda la terre perturbée, les empreintes étranges qui tournoyaient comme un message écrit avec des pas plutôt qu'avec de l'encre. Tom retourna à la cabane et replaça le journal sur sa table. Il relut la dernière entrée plus lentement cette fois, en laissant chaque mot s'installer. Il viendrait chercher, cacher ce qui doit rester. Tom se demandait s'il avait craint d'être découvert pour lui-même ou s'il avait craint les conséquences qui pourraient survenir si le coffre tombait entre de mauvaises mains. Qu'est-ce qui avait été enterré avec autant de soin? Quelle histoire avait été réduite au silence avec autant de précision?
Et pourquoi maintenant, après tant d'années de silence, quelqu'un était-il revenu pour examiner le sol vide? La vallée avait commencé à se réveiller, mais Tom sentait quelque chose de différent, se lever avec la lumière du matin. Le sentiment que l'histoire enfouie derrière sa propriété n'était pas confinée au passé. Elle bougeait maintenant vivante dans le présent et l'entraînait dans son courant à chaque heure qui passait. Il avait passé une grande partie de sa vie à lire les sentiers, à interpréter les signes laissés par les animaux et les hommes, et chaque instinct en lui murmurait maintenant la même vérité troublante. Celui qui était venu pendant la nuit n'avait pas fini, et l'histoire qui s'était frayée un chemin hors de la terre non plus. L'homme de la ligne de crête. Alors que le jour s'étirait, la vallée du Yaak semblait vibrer d'une tension inhabituelle, un bourdonnement silencieux sous le bruissement ordinaire du vent et des branches qui se déplaçaient. Tom passa l'après-midi à renforcer l'arrière de sa cabane non par peur, mais par instinct. Des années passées à vivre près de la terre lui avaient appris que la forêt pouvait changer d'humeur rapidement, et aujourd'hui, elle donnait l'impression d'un lieu qui attendait la prochaine séquence d'une histoire qu'aucun d'entre eux n'avait choisie. Le coffre, maintenant posé à l'intérieur de la cabane, dégageait une présence qui semblait plus lourde que le bois ou le métal. C'était comme une charnière reliant le passé à quelque chose qui s'approchait rapidement à travers les arbres. En fin d'après-midi, de fines bandes de nuages s'étendaient dans le ciel colorant l'horizon d'une teinte argentée. Tom parcourut le périmètre de sa propriété pour la 3e fois ce jour-là, cherchant d'autres signes du mystérieux visiteur. Les empreintes de bottes de la matinée lui rappelaient brutalement que quelqu'un s'était approché délibérément de son terrain, avait étudié la fosse exposée puis avait disparu dans la forêt. Le sol autour de la frontière portait encore de légères traces de mouvement, dont aucune n'appartenait à l'équipe d'arpentage. Tom s'agenouilla pour examiner une parcelle particulière du sol perturbé, notant la différence subtile dans la répartition du poids. Quelle que soit cette personne, elle marchait avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui se déplace dans la nature aussi naturellement que la plupart des gens se déplacent dans les villes. Lorsque Tom se leva et regarda vers la ligne de crête, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Un mince panache de fumée ondulante s'élevait d'un point éloigné, haut dans les arbres. Ce n'était pas l'épaisse fumée d'un feu de camp destiné à réchauffer ou à cuisiner. C'était une colonne étroite et précise, trop contrôlée pour être accidentelle. Tom sentit un lent resserrement dans sa poitrine. Le panache se trouvait à un endroit rarement visité par les randonneurs ou les chasseurs. Il marquait un point d'observation, un endroit où quelqu'un pouvait observer la vallée en contrebas sans être facilement vu. Le silence de la vallée se rapprochait tandis que Tom envisageait la possibilité que la personne qui avait visité la fosse l'observait à présent d'en haut. Tom retourna à la cabane pour récupérer ses jumelles, un outil dont il avait rarement besoin en dehors de l'observation du gibier de l'autre côté de la rivière. Il sortit à nouveau, leva les lentilles et stabilisa ses mains. À travers le verre, la crête se précisait en détails clairs, les arbres étaient regroupés dans une ombre épaisse, leurs branches se recourbant comme des doigts vigilants. C'est alors qu'il la vit une silhouette se tenant près du panache de fumée. La personne était immobile positionnée au bord de la pente partiellement cachée par un groupe de pins. Tom ne pouvait pas distinguer son visage, mais sa posture lui en disait assez. La silhouette n'était pas perdue, elle n'errait pas. Elle observait. Un courant froid glissa le long de la colonne vertébrale de Tom. Il baissa les jumelles un instant, s'ancrant dans le rythme régulier de la vallée. La silhouette ne bougeait pas, se fondant presque dans l'immobilité de la crête, mais Tom sentait leur attention comme un poids sur ses épaules. Il leva à nouveau les jumelles. La silhouette restait dans la même position, un bras appuyé contre un arbre, l'autre pendant le long du corps. Leurs vêtements semblaient sombres, simples et faits, pour durer plutôt que pour réchauffer, suggérant l'expérience plutôt que la négligence. La distance était trop grande pour en déterminer davantage, mais l'immobilité à elle seule suggérait une intention. Tom savait que la vallée accueillait de temps à autre des vagabonds, des hommes et des femmes en quête de solitude ou fuyant des pans de leur passé, mais quelque chose, chez cet individu, ne correspondait pas à ce schéma. Les vagabonds évitaient les lignes de crête où ils pouvaient être facilement repérés, et ils ne laissaient pas d'empreintes de bottes près des coffres enterrés. C'était quelqu'un qui avait un but, quelqu'un qui comprenait le terrain avec une intimité qui déstabilisait même Tom. Pendant qu'il regardait la silhouette, se tourna lentement pour regarder directement vers la cabane. Même à travers la distance, Tom reconnut la sensation indubitable d'être mesuré. Il baissa à nouveau les jumelles cette fois, avec une respiration régulière. La peur n'était pas quelque chose de naturel chez lui.
La vie rude qu'il avait construite exigeait de la clarté, de la résistance et un esprit équilibré. Mais ce qu'il ressentait maintenant n'était pas de la peur, c'était de la reconnaissance. Le sentiment que cette personne appartenait d'une certaine manière à l'histoire consignée dans le journal. Tom ne pouvait pas encore déterminer s'ils étaient liés aux vagabonds décrits dans les notes ou à celui qui les avait écrites, mais leur présence sur la crête n'était pas une coïncidence. Ils étaient venus voir ce qui avait été déterré, peut-être pour confirmer que le coffre avait bien été trouvé. Le soleil descendait peignant la cime des arbres en nuances d'ambre et de cuivre foncé. Lorsque Tom leva à nouveau ses jumelles, la silhouette avait disparu. La crête était vide, la colonne de fumée s'amincissant dans l'air du soir, comme si elle n'avait jamais été là. La forêt engloutit les preuves avec son efficacité habituelle. Tom savait que cette disparition ne signifiait pas que les visiteurs avaient battu en retraite, mais qu'ils s'étaient déplacés, se glissant à nouveau dans les artères sinueuses de la nature sauvage, où leurs mouvements pouvaient rester invisibles. La fosse derrière la cabane avait remué quelque chose, et maintenant la vallée semblait palpiter avec une histoire qui reprenait vie. À l'intérieur de la cabane, Tom alluma les lampes et rouvrit le journal à la recherche de tout ce qui pouvait indiquer qui pouvait être l'observateur. Les entrées décrivaient un petit réseau de personnes qui avaient autrefois voyagé avec le vagabond ou qui avaient croisé son chemin pendant les périodes troublées de la première frontière. Ils étaient décrits comme des hommes qui portaient le silence comme une armure qui comprenait les racines cachées de la terre et se déplaçaient dans les conflits comme des ombres. Certains servaient d'alliés, d'autres de menaces. Mais un détail a attiré l'attention de Tom. Le journal mentionnait un homme connu, uniquement par un titre plutôt que par un nom, celui qui surveille la limite des arbres, un gardien des vieilles dettes, un homme qui apparaissait lorsque le passé risquait d'être révélé. Tom referma lentement le journal, absorbant les implications. Si la silhouette sur la crête était liée au passé consigné dans ces pages, alors l'histoire qui se déroulait autour de lui avait dépassé les limites de ses terres. Il avait atteint une histoire entremêlée de secrets, de loyauté et d'affaires inachevées. La vallée s'assombrissait, mais Tom restait à sa table, la lueur de la lanterne se reflétant sur ses traits. Ce qui se passait l'avait déjà choisi, et l'observateur sur la crête n'était qu'un début. Ce que la terre tentait de garder pour la nuit s'installait sur le yacht comme une main qui se referme lentement, atténuant les contours de la cabane et brouillant la forêt en une seule masse d'ombres mouvantes. Tom Orr se déplaçait tranquillement dans sa maison, vérifiant les fenêtres, écoutant les faibles craquements du bois qui se dilataient dans le froid. Il avait vécu des hivers plus rudes, des tempêtes inattendues, et le genre de rencontres avec des animaux sauvages qui forgent la résilience de tous ceux qui choisissent la frontière. Mais ce soir, la tension était différente, façonnée non par la nature, mais par le passé qui refaisait surface à travers les couches de terre et de silence. Le journal était ouvert sur sa table, la dernière entrée, murmurant des avertissements qui n'avaient plus rien d'historique, mais qui étaient bien présents. À l'extérieur, le vent soufflait avec une persistance obstinée, frôlant les murs comme pour en tester la solidité. Tom se tenait près de la fenêtre arrière, fixant la ligne de crête où l'observateur était apparu quelques heures plus tôt. L'obscurité ne révélait rien, mais Tom sentait un mouvement derrière son voile, celui de quelqu'un qui pouvait naviguer dans la nature sans casser une brindille ou déranger un oiseau. Quel que soit le personnage, sa disparition n'avait pas calmé les nerfs de Tom, elle les avait aggravés. La vallée avait pris un second pouls qui battait au rythme des pas qu'il ne pouvait pas entendre, mais qu'il sentait néanmoins. Au fil des heures, Tom revint sans cesse au journal, reconstituant les indices laissés par l'auteur. Il étudie les mentions du vagabond, les récits de conflits et les références énigmatiques aux gardiens des vieilles dettes. L'histoire laisse entrevoir un conflit non résolu, enfoui sous le mythe de la frontière et la loyauté personnelle. Un passage décrit une violente dispute au sujet d'un savoir que le vagabond prétend détenir, un savoir qui, selon d'autres, menacerait la paix fragile entre les colonies isolées. Tom traça l'encre du bout du doigt, imaginant l'homme qui avait écrit ces mots, probablement à la lumière d'une lanterne pressée par l'urgence et la peur. Le coffre n'avait pas été caché pour préserver un trésor. Il avait été enterré pour contenir quelque chose de bien plus compliqué. Vers minuit, le doux crissement de la neige perturbée parvint aux oreilles de Tom. Il se figea chaque instinct aiguisé. La lanterne de la cabane vacilla une fois, puis se stabilisa, éclairant la pièce d'une lueur chaude mais fragile. Tom s'éloigne de la table et se dirige vers la porte d'entrée. Il ne l'ouvre pas, mais écoute. Le bruit se répéta.
lente, intentionnelle, comme si quelqu'un parcourait un périmètre prudent juste derrière le porche. Les battements de cœur de Tom ralentirent en un rythme régulier. Entraînés par des décennies de lecture des indices de la nature sauvage, ceux qui tournaient autour de sa cabane n'approchaient pas avec la curiosité insouciante d'un voyageur perdu. Ils savaient exactement où ils se trouvaient et pourquoi ils étaient venus. Après plusieurs longues minutes, les bruits de pas s'estompèrent. Tom attendit encore plus longtemps, laissant le silence envahir la nuit. Lorsqu'il expira enfin, ce fut un souffle lourd de compréhension. La silhouette de la crête s'était rapprochée non pas pour menacer, non pas pour attaquer, mais pour confirmer, pour vérifier que le coffre avait bien été retiré de la terre. Tom s'éloigna de la porte, la vérité s'imposant à lui avec une froide clarté. L'histoire contenue dans le journal avait réveillé quelque chose qui était resté longtemps endormi, et le groupe, ou la lignée qui avait autrefois gardé cette histoire, avait clairement remarqué la perturbation. Juste avant l'aube, Tom rassembla les objets contenus dans le coffre et les disposa sur la table. La pochette en cuir, le tissu avec son emblème défraîchit, le couteau à manche d'os avec ses sculptures soignées, et le journal maintenant froissé par des heures d'études, il les observa avec la solennité de quelqu'un qui se prépare à franchir un seuil invisible. Le contenu ne représentait pas seulement un chapitre oublié de la frontière du Montana. Il représentait une chaîne d'événements que quelqu'un avait jugé suffisamment dangereux pour l'enterrer. Tom était conscient du poids d'un tel savoir. Il s'était construit une vie basée sur l'autonomie, mais même lui savait quand il fallait faire appel aux autres. Alors que le ciel se transformait en un bleu tendre, Tom éteignit la lampe et sortit. Le givre scintillait sur le sol, ses cristaux délicats, mettant en évidence de nouvelles empreintes près de la cabane. D'autres empreintes différentes de celles de la fosse. Elles étaient plus légères, comme si elles avaient été faites par quelqu'un qui savait se déplacer rapidement en plaçant son poids uniquement là où le sol pouvait le supporter sans bruit. Tom s'accroupit et étudia les traces. Elles formaient un arc de cercle autour de sa cabane, puis s'éloignaient vers la forêt. Celui qui était venu n'essayait pas de cacher entièrement sa présence. Il laissait un message, un avertissement ou peut-être une invitation. La montagne avait commencé à parler par signes plutôt que par mots. Tom se dirigea vers la limite où se trouvait la fosse. La forêt l'accueillit avec son calme matinal austère, mais sous ce calme vivait une pression qu'il pouvait sentir le long de sa colonne vertébrale. La fosse partiellement comblée depuis la veille semblait intacte. Pourtant Tom sentit que le guetteur s'y était tenu à nouveau pendant la nuit, revisitant l'endroit où le passé avait fait irruption dans le présent. Tom s'agenouilla à côté de la fosse, posant sa main sur le sol froid. La terre semblait différente maintenant, comme si elle avait abandonné quelque chose qu'elle voulait retenir. Il comprit que rien de ce qu'il déciderait à partir de maintenant ne serait simple. De retour à la cabane, Tom rangea le coffre et son contenu dans un solide sac de toile. Il ferma la porte derrière lui, non par peur, mais par devoir. La vallée ne méritait pas de devenir le champ de bataille d'une histoire non résolue. Lorsqu'il sortit, l'air froid du matin l'accueillit avec une acuité qui clarifia ses pensées. Il ne s'agissait plus de curiosité, mais de responsabilité. Le journal l'avait trouvé parce que quelqu'un croyait que l'histoire avait encore de l'importance, et la silhouette sur la crête était apparue parce que quelqu'un d'autre croyait que l'histoire devait rester enfouie. Tom se dirigea vers la rivière, le sac en bandoulière. La vallée s'éveilla autour de lui, inconsciente de l'affrontement silencieux qui prenait forme sous son ancienne canopée. Quoi qu'il en soit, Tom comprit qu'il n'était plus un spectateur de ce mystère. Il était devenu le gardien d'une vérité qui appartenait à plus que lui, plus que le guetteur, plus que le vagabond dont l'histoire avait été cachée sous la terre. Et alors que les premiers rayons du soleil touchaient la cime des arbres, Tom sentit le poids du passé s'installer dans ses mains comme une chose vivante. La terre avait essayé de garder son secret, mais le secret l'avait choisi.